N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Donc, je suis le docteur Moutejimi, résident en troisième année en gynécologie obstétrique. Donc, on a ce soir un échange sur le dépistage du cancer du col. Donc, on va procéder comme suit. Une présentation de 15 à 20 minutes, puis une séance de questions-réponses comme à l'accoutumée. Donc, on va commencer. L'objectif de la présentation a défini le protocole et le dépistage, citer 4 méthodes de dépistage du cancer du col, énumérer les principes de réalisation de chaque méthode et enfin la fréquence, c'est-à-dire le calendrier de dépistage. Johnny Kumbuke. S'il vous plaît, bloquez vos micros, coupez vos micros, ça crée des interférences. Bon. Le cours a comme plan une introduction avec des généralités, définitions, l'intérêt de ce sujet et des rappels anatomiques et physiologiques, histologiques. Puis on va énumérer en détail les différentes méthodes de dépistage du cancer du col, la fréquence de surveillance et la conduite à tenir devant une anomalie d'un résultat d'une méthode de dépistage. Bon, déjà, le cancer du col de l'utérus, comme on le sait, est une maladie considérée comme infectieuse. Il est provoqué par ce qui s'appelle Human Papillomavirus. En général, On va sur le point ensemble. L'épisode du cancer du col. La zone de transformation du col, des lésions qui vont évoluer vers une néoplasie. Le cancer est défini comme une prolifération cellulaire anarchique et incessante qui intéresse les tissus du col utérin, que ce soit l'épithélium ou le stroma. Le dépistage est défini comme un examen ou un test effectué chez un individu apparemment sain afin de mettre en évidence une affection latente à un stade précoce. Ceci dans le but de la traiter le plus rapidement possible pour éviter une évolution vers une forme compliquée. Dans les lésions précancéreuses dont vous entendez souvent parler, signe 1, cervical intraepithelial néoplasia, signe 2, signe 3, on va voir plus tard, ce sont des changements cytologiques et histologiques qui sont susceptibles à court, à moyen ou à long terme d'évoluer vers une néoplasie. Maintenant, un bon test de dépistage, parce que c'est de ça que les questions doivent avoir une bonne sensibilité, c'est-à-dire que quand vous réalisez l'examen et qu'il dit qu'il y a la maladie effectivement présente, une bonne spécificité, c'est-à-dire quand l'examen est négatif, le sujet sur qui on a fait l'examen ne présente pas la maladie. Donc voilà les deux principales caractéristiques d'un bon test de dépistage. Non, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître les méthodes de dépistage du cancer du col? Déjà, du fait de l'épidémiologie du cancer du col, les statistiques montrent qu'en 2020, on a environ 600 000 cas de cancer du col par an, avec un taux de mortalité de 342 000 décès dans le monde. Hébreu et collaborateurs ont montré que le cancer du col à l'échelle mondiale est le quatrième cancer féminin en termes de fréquence. L'incidence des lésions précancéreuses s'élève à 7 millions de cas dans le monde et 46% de ces lésions précancéreuses seront des lésions de haut grade avec une forte possibilité d'évolution vers des néoplasies qui sont à craindre. Et le cancer du col est dans presque 99% des cas associé à une infection à Human Papillomavirus. 80% des cas de cancer retrouvés dans le monde sont retrouvés dans les pays en voie de développement, d'après Thor et collaborateurs. Et dans ces pays en voie de développement, le cancer du col représente
le deuxième cancer féminin. On a vu que dans le monde entier, c'est le quatrième cancer. Il est bien en voie de développement, ce deuxième cancer. Donc, nous sommes dans notre environnement plus exposés à cette pathologie. Et c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme, selon l'OMS en 2020. Bon, au Cameroun, on a une incidence d'environ 107 cas pour 100 000 habitants, d'après le registre de suivi des patients atteints de cancer. Le cancer du col représente 13,8% de tous les cancers. Donc, on voit qu'il a une place importante déjà dans notre environnement, non seulement pour les gynécologues, mais aussi pour les oncologues, parce que c'est un cancer qui est très fréquent dans notre environnement, bien plus qu'à l'échelle mondiale. L'âge moyen de survenue du diagnostic au Cameroun est autour de 44 ans et 2 à 6% des lésions précancéreuses dans la population camerounaise sont dépistées chez les sujets de 20 à 65 ans. Donc, avec toutes ces statistiques, on comprend l'importance du dépistage qui permet de réduire l'incidence et la prévalence du cancer. Cette leçon a également un intérêt diagnostique parce que lorsque les lésions précancéreuses sont dépistées à un stade précoce, la prise en charge peut permettre une évolution favorable. Et le dépistage permet de réduire l'incidence, la prévalence et la morbimortalité liée au cancer du col. Et on a effectivement un intérêt thérapeutique parce qu'il y a plusieurs thérapeutiques adaptées. On a un intérêt pronostic réside dans le fait qu'une guérison complète sera atteinte si le traitement est réalisé de façon précoce et adaptée. En guise de rappel anatomique, on va rappeler l'anatomie du col. Donc, le col de l'utérus sur le plan anatomique a deux parties, comme le montre ce schéma. Il y a une partie supravaginale qui est au-dessus du vagin et une partie vaginale ou endovaginale qui fait protrusion dans le vagin. Et c'est cette partie endovaginale qui est siège de métaplasie qui pourra à la longue donner des dysplasies. Maintenant, sur le plan histologique, le col a deux parties. L'endocol, c'est-à-dire c'est la portion du col qui est extra-vaginale et qui sera tapissée par un épithélium cylindrique glandulaire qui sécrète le mucus cervical. Et l'exocol, qui sera la partie vaginale ou endovaginale du col de l'utérus, qui sera tapissé par un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé, donc un épithélium malpigien. La zone de jonction entre l'endocol et l'exocol est d'une importance capitale parce que du temps, avec les grossesses et les modifications mentales de certaines pathologies, la zone de jonction va se déplacer et l'espace qui sera compris entre l'ancienne zone de jonction et la nouvelle va former ce qu'on appelle la zone de jonction, qui est le siège préférentiel des tumeurs du col. Donc, voici un schéma qui vous montre très clairement déjà l'épithélium de l'endocol, qui est une seule couche de cellules cylindriques et qui forme des doigts de gants, facilement reconnaissables lorsqu'on réalise une colposcopie. Et de l'autre côté, vers la droite, on a l'épithélium malpigien, pavimenteux, stratifié, non kératinisé de l'exocol. La zone qui réunit ces deux épithéliums est appelée zone de jonction. Maintenant, comme on a expliqué, au fil du temps, avec les grossesses et l'environnement hormonal, la zone de jonction se déplace. Donc, la liaison entre l'ancienne et la nouvelle zone de jonction sera, l'espace compris entre l'ancienne et la nouvelle zone de jonction sera appelé zone de transition. Et c'est cette zone qui est le siège des néoplasies du col. Cette zone est très importante. C'est une notion qu'il faut bien appréhender. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec les différentes méthodes de dépistage. Les méthodes de dépistage sont classées en deux grands groupes. Les méthodes visuelles, qui, comme leur nom l'indique, permettent de visualiser une lésion sur le col, soit
après application d'acide acétique et de Lugol. Technique communément appelée via-Vili. Visual inspection with acetic acid and visual inspection with Lugol iodine. On peut réaliser donc ce via-Vili seul ou on peut le réaliser et observer le col sous une loupe binoculaire agrandissante appelée colposcope. Donc voilà les deux méthodes visuelles qui sont à disposition pour un dépistage de néoplasie ou de cancer du col. En marge de ces deux méthodes visuelles, on a d'autres méthodes, une méthode cytologique, le frottis cervical ou cervico-utérin, anciennement appelé frottis cervico-vaginal, et une méthode de biologie moléculaire, le dépistage, la recherche de l'ADN de Human Papillomavirus. Okay. Donc, on va commencer notre échange sur les différentes méthodes de dépistage par le via-Vili. Via-Vili, comme je dis, c'est en anglais. Visual Inspection on Acetic Acid and Visual Inspection with Lugol Iodine. En français, IVL, IVA, inspection visuelle à l'acide acétique, inspection visuelle au Lugol. Donc, l'inspection visuelle à l'acide acétique, c'est une inspection du col à l'œil nu après application d'acide acétique dilué à 5%. D'autres auteurs diluent l'acide acétique à 3%. Le principe est simple. L'acide acétique entraîne une précipitation, donc comme une coagulation des protéines. Lorsque l'acide acétique est appliqué sur un col sain, ce col va garder sa coloration rosée parce que la synthèse protéique est dans des valeurs normales. Mais lorsqu'on applique de l'acide acétique sur un col qui est le siège d'une métaplasie, d'une dysplasie, c'est-à-dire de mitose importante, donc de synthèse protéique importante, on aura donc une coagulation de ces protéines qui vont rendre le col opaque lorsqu'on va l'observer à l'œil nu, qui va revêtir une coloration blanchâtre. Donc, l'inspection visuelle à l'acide acétique renforce l'opacité des zones d'intense activité nucléaire parce que ces zones d'intense activité nucléaire sont le siège d'une synthèse protéique très importante du fait des nombreuses mitoses du tissu néoplasique. La sensibilité de l'inspection visuelle à l'acide acétique varie entre 26 et 84% et la spécificité 78 à 87%. Donc, ici, vous est présenté deux images de col utérin avec un agrandissement au colposcope après application d'acide acétique. La première image, celle de gauche, on voit un col bien rosé après application d'acide acétique, ce qui témoigne de l'absence de néoplasie. Par contre, la deuxième image, on va voir au niveau du cadran supéro-externe du col, une tache blanchâtre à limite plus ou moins nette qui traduit donc une précipitation des protéines due à une synthèse protéique importante. Cette image blanchâtre-là représente une réaction acidophile en faveur d'une néoplasie cervicale à confirmer par la biopsie. Après avoir réalisé votre inspection visuelle après application d'acide acétique, on réalise le test de Schiller ou inspection visuelle après application de Lugol, qui consiste donc après l'application de l'acide acétique à l'application de Lugol sur le col de l'utérus. Le principe du test de Schiller est le suivant. Le Lugol est une substance glycosile, donc il va se lier au glycogène. Sachant qu'un tissu néoplasique est le siège d'une importante activité mitotique qui nécessite de l'énergie, dont le principal substrat est le glucose, donc le glycogène. Lorsque vous appliquez le Lugol sur un tissu néoplasique, il n'y aura pas de liaison entre ce Lugol et le glycogène qui est absent parce qu'utilisé pour différents procédés métaboliques des cellules.
Donc, un tissu cervical normal, lorsqu'on applique du Lugol, va prendre une coloration bordeaux. Généralement, dans les livres, on décrit la coloration comme étant brun acajou. Mais un tissu néoplasique, lui, ne va pas donc prendre cette coloration. On parle de réaction iodo-négative qui signe un test au Lugol anormal qui va indiquer une biopsie. Donc, comme on disait, l'iode est glycophile, il réagit avec les sucres en donnant une coloration blanc acajou. Normalement, l'épithélium est riche en glycogène, donc il y aura cette coloration blanc acajou. Dans un tissu métaplasique ou néoplasique, on a un déficit en glycogène, donc on n'aura pas l'apparition de cette coloration blanc acajou. On aura plutôt généralement des lésions qui peuvent être jaune moutarde ou dorées ou safran. Le test de Schiller est plus sensible que l'inspection visuelle à l'acide acétique. Les spécificités sont comparables. Voilà. Donc, ici à gauche, vous avez donc un col après application du Lugol avec l'apparition de cette coloration blanc acajou. C'est jamais une coloration qui tend vers le bordeaux. Mais lorsque sur votre col, on aura donc une coloration jaunâtre ou dorée, on va parler de réaction iodo-négative qui signe généralement une néoplasie. Il faudra faire une biopsie au niveau de la zone où on a une réaction iodo-négative, comme la zone dorée que vous voyez là. Donc, comme autre méthode visuelle, on a la colposcopie qui peut être réalisée seule ou après application d'acide acétique à 5% puis de Lugol. Elle permet une cartographie plus précise des lésions parce que le colposcope permet un agrandissement qui varie généralement entre 8 et 15. Parfois, certains colposcopes de nouvelle génération peuvent aller jusqu'à des agrandissements à 50. Ici, on a un schéma d'un colposcope sans moniteur. Ce sont les anciens colposcopes. Avec son oculaire, son filtre en verre qui permet de mieux voir les vaisseaux, son optique. Donc, le colposcope nous permet d'avoir un agrandissement pour avoir une meilleure appréciation des lésions que peut présenter notre col après l'application d'acide acétique et de Lugol. Donc, on peut bien voir là, après l'application d'acide acétique, on a une réaction acidophile avec un col blanchâtre au lieu d'être rosé. Et puis, après l'application de Lugol, on a donc cette réaction iodo-négative, toute la zone où on a une coloration jaunâtre. Tout le pourtour, la coloration blanc acajou, c'est une réaction normale, mais la coloration jaunâtre signe une zone de néoplasie ou de dysplasie. Les deux autres méthodes de dépistage du cancer du col sont la cytologie ou le frottis cervical. La cytologie, c'est le frottis cervical. En anglais, pap smear, basé sur la réaction, la coloration de Papa Nicolau. Et la seconde méthode, c'est une méthode de biologie moléculaire, la recherche d'HPV à haut risque. Comme on a dit, la recherche d'HPV, c'est un test de biologie moléculaire qui est basé sur l'amplification du signal, la PCR. Donc, généralement, les tests d'HPV disponibles recherchent les souches oncogènes, notamment la souche 16 et la souche 18. Mais les tests les plus répandus peuvent détecter 13 types d'HPV oncogènes. On a d'autres tests qui sont capables de détecter des protéines, des oncoprotéines, comme la protéine E6 ou E7. Quelques tests validés par la Food and Drug Administration sont le test COBAS en Clarity, mais ils ne sont pas disponibles dans notre environnement. Ils sont plus disponibles en Occident et aux États-Unis, où ils sont couramment utilisés. Le frottis cervical, qui lui est le principal moyen de dépistage dans notre environnement, anciennement appelé frottis cervico-vaginal, est un test de dépistage du cancer du col de l'utérus qui est basé sur le recueil de cellules
exocervical et endocervical au niveau de l'exocole et de l'endocole. Il recherche des cellules dysplasiques et des cellules tumorales. Donc, il y a un type de frottis, un frottis conventionnel. Donc, après le prélèvement des cellules exocervicales et endocervicales, on étale ces cellules sur une lame avant d'aller réaliser en laboratoire une coloration à l'aide d'hématoxyline de Harris et de 2 autres colorants cytoplasmiques. Mais de plus en plus, on tend vers l'utilisation du frottis en milieu liquide. Donc, après le prélèvement des cellules exo- et endocervicales, on ne va pas étaler le prélèvement sur une lame. On va plutôt tremper la spatule, le A et la brosse dans un récipient qui contient un fixateur. Et le fixateur sera acheminé au labo. Puis, les cellules seront prélevées et analysées au microscope. Donc, ici, là, vous avez une iconographie du matériel nécessaire pour réaliser un frottis cervical. Le petit matériel en bois est appelé spatule d'ail. C'est elle qui permet le prélèvement exocervical. Et la brosse, c'est une endobrosse qui permet de gratter les cellules de l'endocole et ainsi de les prélever pour les analyser. Donc, voici comment est utilisée une spatule d'ail. Donc, on va prendre appui sur la lèvre du col. Enfin, on va introduire la spatule dans le canal cervical en prenant appui sur les lèvres. On va effectuer un mouvement circulaire. Ce mouvement va au passage gratter les cellules exocervicales que l'on va pouvoir soit étaler sur une lame ou alors tremper dans un liquide de fixation pour analyse ultérieure. Voici comment on utilise l'endobrosse, les brosses endocervicales. On l'introduit juste dans le canal cervical, on réalise un mouvement circulaire. Une fois le prélèvement terminé, on peut le tremper dans un liquide de fixation comme c'est présenté sur ce schéma ou alors l'étaler sur une lame, ensuite appliquer sur la lame un produit de fixation. Il est important de noter qu'au préalable, avant de réaliser un frottis cervico-vaginal, il y a des conditions à remplir. Absence de rapport sexuel pendant 48 heures, absence de menstrues, absence de traitement local, c'est-à-dire d'ovules ou bien d'infection. Et si une femme ménopausée, il faut une préparation œstrogénique préalable, donc donner des oestrogènes topiques. Donc là, on vous montre un schéma de comment étaler sur une lame votre prélèvement cervical. Bon, les avantages du frottis cervical sont qu'il a une très forte spécificité, 90 à 95%, depuis longtemps. Donc, les données concernant le frottis sont plus ou moins sûres. Il permet d'archiver les résultats, d'archiver les lames qui peuvent être réinterprétées plus tard. Et une fois le prélèvement effectué, si on a un résultat douteux, on peut utiliser le même prélèvement du frottis pour faire une recherche de human papillomavirus. Si c'était un frottis en milieu liquide qui avait été réalisé. Ses limites sont sa sensibilité plutôt faible, les résultats qui sont différés, qui prennent généralement 2 à 3 semaines, la nécessité d'avoir un médecin anatomopathologiste pour fournir le résultat, la logistique lourde et les perdus de vue. Donc, après avoir donc cité différentes méthodes de dépistage, notamment la recherche des human papillomavirus oncogènes, la cytologie, les méthodes visuelles, la colposcopie et l'inspection visuelle à l'acide acétyl-choline, on va définir quelques termes clés dans le jargon du dépistage du cancer du col. On parle de co-testing lorsqu'on va systématiquement réaliser 2 tests, donc la cytologie et la recherche d'HPV oncogène, quel que soit le résultat de l'un ou de l'autre des tests. Le test de dépistage primaire, c'est le test qui est réalisé en première intention. Clairement, on va le voir plus tard dans les pays occidentaux, c'est soit la cytologie, soit la recherche d'HPV oncogène. Le test de triage est un test qui est effectué en seconde intention lorsque le test de dépistage primaire est revenu anormal. Le test réflexe est un test de triage, donc un test réalisé en seconde intention lorsque le test de dépistage primaire sera revenu anormal, mais qui sera réalisé sur le même prélèvement que le test de première intention. Et la séquence de dépistage comprend
le test de dépistage suivi un test de triage le cas échéant. Maintenant, la partie la plus importante de notre exposé, la fréquence à laquelle doivent être réalisés les dépistages. Plusieurs sociétés savantes ont proposé des algorithmes de dépistage cancer du col. Donc, la United States Preventive Service Task Force propose de débuter les dépistages à 21 ans et de les arrêter à l'âge de 65 ans, avec deux tranches d'âge importantes, de 21 à 29 ans. On va réaliser un frottis cervical tous les 3 ans. Et à partir de 30 ans, on va soit continuer à réaliser un frottis cervical tous les 3 ans, une recherche d'HPV oncogène tous les 5 ans ou un co-test, c'est-à-dire cytologie, recherche d'HPV tous les 5 ans. L'American Cancer Society, par contre, propose depuis 2020 de débuter les dépistages à partir de l'âge de 25 ans et d'arrêter à 65 ans. On va utiliser comme moyen de dépistage soit une cytologie, donc le frottis cervical tous les 3 ans, ou un co-testing tous les 5 ans, ou alors une recherche d'HPV oncogène tous les 5 ans. L'American College of Gynecology propose par contre de débuter les dépistages à 21 ans. Les Américains sont plutôt favorables pour un début précoce du dépistage dans l'ensemble, même comme il n'y a pas d'uniformité des différentes sociétés savantes. Mais l'American College of Gynecology recommande de débuter le dépistage à 21 ans et de les arrêter à 65 ans. De 21 à 29 ans, on va débuter soit par un frottis cervical tous les 3 ans ou une recherche d'HPV tous les 3 ans à partir de 25 ans. Et à partir de 30 ans, on peut réaliser soit un co-testing tous les 5 ans, soit un frottis tous les 3 ans ou une recherche d'HPV tous les 3 ans si la patiente a plus de 25 ans. La Haute Autorité de Santé nous donne l'algorithme de dépistage qui est actuellement utilisé en France. Ce dépistage commence à l'âge de 25 ans et se termine à l'âge de 65 ans. De 25 à 29 ans, on débute par 2 frottis à un intervalle de 1 an. Si le résultat des 2 frottis est normal, on va espacer les frottis de 3 ans jusqu'à ce que la patiente atteigne l'âge de 30 ans. À partir de 30 ans, il est recommandé de réaliser une recherche d'HPV oncogène tous les 5 ans, sachant que la première recherche doit être espacée du dernier frottis d'au moins 3 ans. Ou si la patiente n'a pas de frottis disponible, on commence la recherche d'HPV oncogène à partir de l'âge de 30 ans. Bon, malheureusement, dans notre environnement, il n'y a pas d'algorithme établi pour le dépistage du cancer du col. On utilise, dans certains hôpitaux de 3e catégorie, on utilise l'ancien algorithme français qui voulait qu'on commence le dépistage à 25 ans par 2 frottis espacés d'1 an, puis on espace les frottis de 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Il faut aussi dire que l'OMS recommande pour les pays en voie de développement d'utiliser comme méthode de dépistage une méthode abordable, moins coûteuse, qui peut être réalisée dans des formations sanitaires de première catégorie, dont les CMA ou les CSI, un personnel peu qualifié au paramédical. Et donc, l'OMS recommande généralement comme méthode de dépistage pour les pays en voie de développement le Via-Vili. Malheureusement, on n'a pas vraiment d'algorithme établi dans notre contexte. Maintenant, une fois que vous réalisez une méthode de dépistage, si vous faites un frottis et qui revient normal, vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Si vous réalisez un frottis cervical et qu'il n'y a pas d'anomalie, comme on a dit, vous le répétez 1 an plus tard, si la patiente a moins de 30 ans. Et puis, si le deuxième frottis de 3 ans.
jusqu'à 30 ans si vous êtes en France, et puis vous allez continuer avec la recherche de l'HPV. Si vous êtes au Cameroun, vous continuez les frottis pour les 3 ans jusqu'à 65 ans. Par contre, si vous réalisez un frottis et que vous avez une anomalie, une lésion précancéreuse, qui peut être un atypical squamous cell of unknown significance, donc une atypie cellulaire, mais on n'arrive pas à déterminer sa signification, une lésion de bas grade, une lésion de haut grade. Bon, si c'est une atypie cellulaire dont on n'arrive pas à déterminer la signification, si vous êtes dans un environnement où vous pouvez réaliser la recherche d'HPV ou réaliser la recherche d'HPV, si elle revient positive, il faut faire une colposcopie, une biopsie. Si elle revient négative, vous rentrez dans l'algorithme classique de dépistage, frottis cervical jusqu'à 30. Si par contre, vous avez une lésion de haut grade, vous devez réaliser une colposcopie et une biopsie. Par contre, si vous avez des atypies glandulaires, il faut toujours, si vous en avez les moyens, réaliser une recherche d'HPV. Si elle est positive, il faut faire un curettage endocervical. Si elle est négative, vous continuez votre algorithme classique de dépistage. Bon. Si par contre, vous avez réalisé comme test de dépistage une recherche d'HPV, si la recherche d'HPV est négative, vous continuez une recherche d'HPV tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Et si la recherche d'HPV est positive, il faut réaliser une cytologie réflexe. Si la cytologie est normale, vous devez réaliser une autre recherche d'HPV 12 mois plus tard. Et si elle est positive, il faut réaliser une biopsie. Si la cytologie réflexe est normale, il faudra réaliser une colposcopie et une biopsie. Les deux algorithmes précédents vous permettent de savoir l'attitude à adopter lorsque vous réalisez un examen de dépistage sur une cytologie recherche d'HPV avec un résultat anormal. Bon, généralement, le test de l'examen de confirmation, donc, lorsque vous avez un test de dépistage anormal, c'est la biopsie avec l'examen anatomopathologique. Voici un tableau qui vous résume les différentes classifications des dysplasies, des lésions précancéreuses. La classification de l'OMS, qui n'est plus très utilisée, évoquait les dysplasies légères, les dysplasies modérées, les dysplasies sévères, le carcinome in situ. La classification de Richard, qui est la classification cytologique qui est actuellement utilisée, va parler de cervical intraepithelial neoplasia 1 avec coïlocytose, cervical intraepithelial neoplasia 2, cervical intraepithelial neoplasia 3 ou carcinome in situ. Et la classification de Bethesda, qui est la classification histologique qui est actuellement reconnue de par le monde, évoque 3 grades. Lésion intraépithéliale de bas grade, LCIL. Low grade squamous intraepithelial lesion, lésion intraépithéliale de haut grade et carcinome in situ. Donc, lorsque vous réalisez un examen de dépistage, si vous avez une de ces lésions, bas grade, haut grade, carcinome in situ, il faut réaliser une biopsie sous colposcopie si possible. Maintenant, lorsque vous avez réalisé la biopsie et que vous avez la confirmation d'être en présence d'une lésion précancéreuse, votre prise en charge doit soit détruire la lésion, pratiquer une exérèse et prévenir les récidives. Les différentes méthodes dont vous disposez sont des méthodes destructives ou des méthodes ablatives. Les méthodes destructives, on a la circulation, la cryothérapie, le laser. Les méthodes ablatives, vous avez la conisation. Donc, on sectionne une portion du col au bistouri froid ou au laser jusqu'à l'hystérectomie, en retirant tout l'utérus avec le col utérin. Donc, devant une néoplasie de bas grade, un signe 1, généralement, elle régresse spontanément dans 50% des cas, mais on va la traiter si elle persiste plus de 18 mois. Si c'est un signe 1 qui est associé à la présence des virus HPV hautement oncogènes, dans le sérotype 16 ou 18, si la patiente est âgée de plus de 40 ans, si le signe 1 évolue vers un signe 2, ça veut dire que la dysplasie est en train de s'aggraver,
ou si on a une discordance entre la cytologie, donc la classification de Ricard, et l'histologie, la classification de Bethesda. Donc, généralement, les signes de régressent, 40% des signes de régressent spontanément après 18 mois, 17% évoluent vers le signe 3. Le pic se situe à 30 ans. Donc, on évite de traiter le signe 2 avant l'âge de 30 ans, quand on sait que la majorité de ces lésions vont régresser spontanément au bout de 2 ans. Dans le signe 3, généralement, quand on a un signe 3, c'est-à-dire une lésion de haut grade, il faut réaliser une méthode destructive ou ablative, donc laser, cryothérapie, conisation, bistouri froid, conisation au laser ou hystérectomie. On va terminer notre exposé en rappelant que comme le meilleur moyen de prévention du cancer du col demeure la vaccination, soit avec le vaccin tétravalent Gardasil qui protège contre les sérotypes 6, 11, 16 et 18, ou le vaccin bivalent Cervarix qui protège contre les sérotypes 16 et 18. Donc, en résumé, vous avez 4 principales méthodes de dépistage: frottis cervical, recherche d'HPV via Vili, colposcopie. Dans notre environnement, la recherche d'HPV n'est pas encore disponible. L'algorithme de dépistage, c'est frottis cervical à partir de 25 ans, puis à 1 an d'intervalle. Si les 2 premiers frottis sont normaux, on fait les frottis tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. L'algorithme de dépistage dans les pays occidentaux généralement inclut la recherche d'HPV à partir de 30 ans, tous les 5 ans. Donc, en fonction des trouvailles de notre méthode de dépistage, on devra faire une biopsie. Et si la biopsie confirme une lésion précancéreuse, il faudra avoir une thérapeutique adaptée, soit une méthode ablative ou une méthode destructive si c'est une lésion de haut grade. Ainsi que l'exposé est terminé. Donc, on attend les questions et réactions. Nous attendons les questions et les ajouts ou bien les remarques, s'il vous plaît. Allô? Oui, on vous écoute. S'il vous plaît, j'aurais une question. Oui, posez-la. D'après ce que j'ai lu, on a dit que le cancer du cervix, généralement, c'est plus probable d'apparaître à partir de 45 ans en montant. Donc, ma question, elle est de savoir pourquoi faire le frottis cervical à partir de 25 ans. La relevance, c'est quoi, s'il vous plaît? Oui, le cancer apparaît juste à partir de 25 ans. Le cancer est causé par la... Dans l'histoire naturelle du cancer du col, le temps qui sépare l'infection est de 10. Donc, si vous commencez un dépistage, sachant que vous suspectez que c'est à ce moment que vous pouvez dépister le plus précocement possible une éventuelle lésion précancéreuse pour éviter qu'on arrive au stade de cancer invasif. En fait, c'est du cancer du col. Généralement, les femmes s'infectent au premier. Il faut 10-15 ans pour que les lésions apparaissent. On va les dépister. Ça va être grave. Ok, oui, je comprends. Merci beaucoup. D'accord, merci. Oui, on vous écoute. Vous avez mentionné que le HPV est relié avec le premier rapport sexuel que la femme a eu. Oui. Donc, est-ce qu'on peut alors dire que toutes les femmes qui ont déjà passé le stage d'avoir les rapports, tous ceux qui ont déjà eu à avoir les rapports sexuels, on devrait les conseiller de chercher à faire le frottis cervical, ou bien on attend 10 ans? Non, on attend. Pourquoi? Parce que c'est lié au fonctionnement du virus. En fait, quand vous contractez le virus, plus vous êtes jeune, ce corps a la capacité d'éliminer le virus. Vous comprenez, non? Ça veut dire que si vous avez votre premier rapport à 16 ans et vous faites rapidement le frottis,
Au lieu de laisser le corps éliminer le virus, on va se retrouver en train de vous dire que vous avez une dysplasie légère ou modérée et vous faites une colonisation alors que votre corps pouvait éliminer le virus seul. Donc, on trouve que faire le frottis trop tôt, quand on pèse le bénéfice-risque, ça n'apporte pas d'avantage. Parce qu'on sait que le corps de la femme va éliminer le virus seul, plus elle est jeune. Mais à partir de 25 ans, on se rend compte que la clairance du virus est réduite. Donc, le corps a de plus en plus du mal à éliminer le virus. Donc, le virus risque d'entraîner des dysplasies qui vont évoluer vers le cancer. Donc, ça ne sert à rien de faire le test trop tôt parce que ça va faire qu'on va poser des gestes qui seront inutiles, alors que l'organisme pouvait gérer la situation tout seul. Mais à partir de 25 ans, c'est important de faire parce que lorsque les lésions s'installent à partir de 25 ans en montant, le risque d'évoluer vers des formes graves est plus grand. Parce qu'il faut comprendre que si vous avez 15 ans et que vous faites le frottis et qu'on retrouve une dysplasie, vous faites une colonisation, quand vous êtes tombé enceinte, ça vous expose au risque de fausses couches et ce genre de choses. Donc, ça a des conséquences sur les maternités, des complications à court à long terme. Donc, on ne veut pas faire des gestes inutiles. D'accord. Merci beaucoup. Ok, nous vous remercions pour votre question. On attend d'autres questions et remarques, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je remercie le pour sa présentation. J'ai une question à lui poser. On vous écoute. J'aimerais savoir quelle est la tranche d'âge pour conseiller aux femmes de faire la vaccination. La tranche d'âge. Pour la vaccination contre le cancer. Bon, la tranche, c'est chez les adolescents, hein, entre 8 et 15 ans. Les vaccins se font plus chez les adolescents. Et à passer cet âge, ça ne sera pas possible de faire la vaccination? Non, parce qu'on se dit, comme j'ai dit, qu'à partir de 15 ans, dans la plupart des pays, les jeunes filles ont déjà eu des rapports sexuels, donc ont déjà certainement contracté le virus. Une fois que le virus a été contracté, l'efficacité du vaccin se trouve réduite. C'est pour ça qu'on recommande de se faire vacciner chez la jeune fille et l'adolescente avant les premiers rapports sexuels. Ah, ok. Donc, la vaccination est préférable avant les premiers rapports. D'accord. Pourquoi donne-t-on les oestrogènes topiques chez la femme ménopausée? Oui, on donne les oestrogènes chez la femme ménopausée parce qu'avec la ménopause, donc on aura une absence de production des hormones ovariennes, ce qui va entraîner une ascension de la zone de jonction vers l'intérieur de l'endocole. Or, quand vous réalisez une méthode de dépistage visuel, il est très important de voir la zone de transformation, donc de voir les deux zones de jonction. La zone de jonction initiale et la nouvelle zone de jonction. Et l'espace compris entre ces zones est appelé zone de transformation. Or, quand vous êtes ménopausée avec l'absence d'œstrogène, cette zone de transformation a tendance à être à l'intérieur de l'endocole. Les oestrogènes vont permettre de faire croître, parce que l'œstrogène entraîne une croissance cellulaire au niveau cervical. En faisant croître les cellules, la zone de transformation va tendre à s'extérioriser et vous allez pouvoir la voir. Et cette zone qui est le siège privilégié des lésions néoplasiques. Voilà pourquoi il faut donner des oestrogènes topiques avant de réaliser une méthode visuelle chez une femme ménopausée. Ok, merci. D'autres questions ou bien remarques, s'il vous plaît? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que le fait d'instaurer un traitement substitutif hormonal chez la femme ménopausée n'augmente pas le risque de faire un cancer du sang chez elle? Vous pouvez répéter la question?
Je disais que est-ce que le fait d'instaurer un traitement substitutif hormonal chez la femme ménopausée, est-ce que ça n'augmente pas le risque de faire un cancer du sein chez elle? Non, on n'a pas le risque de faire un cancer du sein parce qu'on donne un traitement local dont l'action sera limitée au col et au vagin. Le traitement qu'on donne, c'est des ovules. Ah, d'accord. Je n'avais pas cette notion-là. L'application est plutôt locale. Parce que, effectivement, si c'est un traitement général, lui, ça va vraiment intéressant d'un traitement local. Ok, merci pour votre question. D'autres questions et remarques, s'il vous plaît? J'avais aussi une autre question. Oui, on vous écoute. J'avais entendu une fois un chirurgien dire que si on faisait une cryoablation chez toutes les femmes qui ont 30 ans, par exemple, est-ce que ça n'allait pas diminuer le taux ou bien le pourcentage des femmes qui développent un cancer du col à 40 ans ou bien à 45 ans? Si on faisait quoi? Une cryoablation. Un traitement local. Systématique chez toutes les femmes qui ont 30 ans. La question serait de savoir quelle partie du col allait-on retirer, puisque quand on fait la cryoablation, c'est comme la conisation, on retire un cône au niveau du col. Maintenant, si on doit faire de façon systématique chez toutes les femmes d'un, on n'est pas sûr que la zone qu'on va retirer sera siège d'une dysplasie ou d'une néoplasie. Donc, ça pose un problème. De deux, le geste en lui-même a des complications obstétricales et gynécologiques. Il peut entraîner déjà une sténose cervicale. Exposer la femme lorsqu'elle va tomber enceinte à des fausses couches, à des accouchements prématurés, à des ruptures prématurées des membranes. Donc, le bénéfice-risque n'est pas en faveur d'une cryoablation systématique chez tout le monde parce qu'on va se rendre compte que ça va entraîner trop de complications. Autant mieux avoir un dépistage ciblé sur les personnes à risque pour sortir donc de la population les sujets les plus à risque et effectivement, chez elles, par exemple, faire des conisations ou des gestes ablatifs pour éviter qu'elles ne développent plus tard des cancers. Mais on ne peut pas faire ça à tout le monde parce que ça va entraîner trop de complications. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ok, merci pour votre question. Nous attendons d'autres remarques et questions, s'il vous plaît. Ok, merci d'avoir assisté à une nouvelle présentation Medical Mind. Nous nous excusons du petit retard et des désagréments, des interférences. Alors, du coup, on vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle présentation. Bonne soirée à tous et bon début de semaine. Allô? Oui, monsieur. Bonsoir, docteur. Désolé pour le retard. Okay. J'avais une préoccupation. Je voulais juste savoir si les femmes ou alors les jeunes filles qui ont été vaccinées doivent tout de même bénéficier de la surveillance telle que vous avez mentionné. Est-ce que c'est encore nécessaire? Merci pour la question. Oui. Ça, c'est un aspect qu'on a oublié d'aborder dans l'exposé. La vaccination n'exclut pas la femme de l'algorithme de dépistage. Donc, elle doit continuer le dépistage comme tout le monde. Et la question me permet de souligner notre particularité. Les sujets immunodéprimés, que ce soit le VIH ou peut-être un traitement immunosuppresseur après une transplantation, un algorithme de dépistage différent. Contrairement aux sujets immunocompétents, ils doivent faire un dépistage tous les 12 mois parce que les lésions évoluent plus rapidement chez les immunodéprimés. Donc, la femme vaccinée doit faire son frottis à 25 ans, puis le renouveler un an plus tard et faire les frottis tous les 3 ans, comme tout le monde. La femme immunodéprimée au VIH ou qui a une autre immunodépression, elle doit faire un frottis chaque année à partir de 25 ans. J'espère qu'on a répondu à votre question.
Docteur, je vous en prie, je ne comprends pas bien la raison qui sous-tend le fait qu'on doit continuer la surveillance puisque les HPV oncogènes a priori, ont été couverts par le vaccin. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas trop pourquoi on doit surveiller. Le pourquoi, s'il vous plaît. Donc, les HPV oncogènes n'ont pas tous été couverts. Les vaccins couvrent 4 sérotypes pour le Gardasil et 2 sérotypes pour Cervarix. Il y en a beaucoup d'autres qui sont oncogènes. De deux, les méta-analyses ont prouvé que malgré la vaccination, certaines femmes pouvaient toujours développer des lésions précancéreuses qui vont évoluer vers des cancers. Donc, elles-mêmes bénéficieraient de se faire dépister d'une dysplasie à temps et de la traiter. La vasculation ne vous garantit pas à 100% de ne plus avoir de lésions précancéreuses liées à l'évolution de votre infection HPV, non. Et puis, il y a d'autres souches qui ne sont pas couvertes par le vaccin. Ok, merci, docteur. Ok, on vous remercie aussi pour votre question. D'autres questions et remarques, s'il vous plaît? Ok, nous allons mettre un thème à ce cours et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres présentations médicaments. Nous vous remercions de rester fidèles à l'organisation et on vous remercie également pour votre disponibilité. Bon, merci à tous et bonne soirée.